Alors donc, c'est intéressant de voir vraiment que ces choses-là se sont déjà produites et dépendamment de la masse, de la répartition de la masse, ok, eh bien, il va avoir une rotation plus ou moins importante et qui va faire fluctifier, si vous voulez, dans le temps, l'orbite au lieu du morceau du corps qui est parent, d'origine, si vous voulez, et vers la gauche et vers la droite en oscillant comme ça. Parce que les objets vont être portés à tourner alentour. Pourquoi les objets vont être portés à tourner alentour? On va vous le montrer. Bon, c'est justement ici une répartition de comment les morceaux se sont répartis alentour de la comète. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien de droit, c'est très chaotique. Et un peu plus bas, voyez-vous, vous avez le morceau parent qui s'est scindé en deux, qui s'est coupé. Et vous avez une rotation dans l'axe ici, de cette pièce-là, alentour de ce morceau-là, qui va faire en sorte que le tout va être en rotation. Mais c'est un peu comme lorsqu'on regarde, vous avez un pneu sur la voiture, s'il est mal balancé, vous allez avoir une force de mouvement du côté toujours où la masse est la plus importante qui va faire osciller votre pneu, si vous voulez, de gauche à droite. Vous allez sentir une vibration sur le volant qui est assez importante. Ben, il se passe la même chose, c'est que dans l'espace, quand le morceau se retrouve à droite, la force du poids de cette masse, de la masse de ce morceau-là, va pousser l'objet, si vous voulez, central, un peu vers la droite. Et au fur et à mesure qu'elle tourne, qu'elle se retrouve de ce côté-là, ben, on va avoir une force, une poussée qui va être exercée de ce côté-là ici. Alors, je vais vous montrer une deuxième étude rapidement. La comète Mach-Holtz 2. J'espère que ma prononciation est correcte, mais là-dessus, je mets au défi à tous de bien prononcer ce nom-là, à moins d'être dans la langue d'origine. Alors, bon, voyez-vous, ça c'est la comète maître, si vous voulez, ou parente, qui s'en va en direction du Soleil. Et vous avez d'autres fragments qui suivent ici alentour. Mais il y a une rotation dans le sens de l'écran, si vous voulez, c'est-à-dire que ces fragments-là ne restent pas nécessairement à côté, toujours à la droite de la comète, mais vont monter dans l'écran pour redescendre, passer par en dessous. Il y a une rotation, si vous voulez. Je ne peux pas vous le montrer parce que ça me prendrait un écran à 3 dimensions, mais ces fragments-là, ils montent vers vous, si vous voulez, ressortent de votre écran, passent par-dessus, retournent par en dessous, rentrent dans votre écran, passent dessous la comète parente, puis ressortent de l'autre côté. Ils font vraiment une rotation. Alors ça, c'est un des deuxièmes études que je voulais vous montrer. Autre chose que je veux vous montrer, c'est de l'université Cornell, ok, dans le département de l'astrophysique. Il y a un document qui est sorti sur l'infographie, pas l'infographie, mais la spectrographie infrarouge des naines brunes. Et vous avez la transition entre le type L et le type T que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on va juste aller voir le type L, classe L. Voyez-vous la couleur? C'est rouge-brun. Mais souvent, ce type de naines brunes-là peuvent aller sur un peu plus rouge, des fois un peu plus brun, ça dépend de la masse, ça dépend, mais la type L englobe de rouge à brun, si vous voulez, en termes de coloration. Alors, versus le type de classe T, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mentionner on a affaire à une naine brune de type de classe T. Eh bien, voyez-vous, l'aspect est plus vraiment sur le magenta. C'est vraiment... on parle pas de quelque chose de rouge. Et je tiens à vous préciser que toutes les prophéties nous parlent, comme Léopi parle de la Kachina, qui est la deuxième Kachina qui est rouge. Donc,
on a parlé de l'Université de Cornell qui avait sorti une étude sur la spectroscopie infrarouge des naines brunes et leur transition du type L au type T. Ce sont deux étoiles environ de même taille, environ la même masse, mais qui ne mettent pas tout à fait dans la même plage. Le type T est un peu plus froid que le type L. Nous allons regarder ici les couleurs de rayonnement de ces deux types. Vous avez le type L, voyez-vous la couleur rouge tirant un peu sur le brun. C'est vraiment la couleur dans laquelle, l'apparence de ces, quand elles sont visibles, de ces étoiles, versus type T, où on perd beaucoup de l'apparence de rouge pour aller faire place au magenta, qui est une couleur plus tirant sur le violet, violacé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tous les textes anciens nous parlent de plus de cette étoile-là qui vient nous visiter, qu'on appelle Nibiru ou le Destructeur. Cette étoile-là, elle est décrite dans tous les textes anciens comme étant d'apparence rouge, donc on a affaire avec une étoile de classe L, naine brune de classe L. On va aller voir en détail le document de l'Université de Cornell, ici, et le titre qui apparaît. Oups. Voilà. Et on va s'attarder sur les deux graphiques ici de comparaison. Vous avez la naine brune de classe T ici, que je vous ai parlé, qui est magenta dans son apparence, versus la classe L, qui est de couleur rougeoyante. Ce qu'on peut dire, c'est que, voyez-vous, la température ici est beaucoup plus basse pour est plus basse pour la naine brune de classe T. On voit son rayonnement ici, et on voit le comportement d'un corps noir à 950 degrés Kelvin. Ça, c'est théorique. On voit qu'elle se démarque quand même pas mal du corps noir. C'est-à-dire que c'est une étoile qui serait très difficilement visible à cause de sa basse température, mais par contre, lorsqu'elle s'approcherait de nous, elle réfléchirait plus de lumière de la part du soleil et donc elle serait plus facilement éventuellement visible à longue distance. Ici, si on regarde une naine brune de classe L, voyez-vous le rayonnement ici de la classe L, la température est supérieure, on parle de 1900 degrés Kelvin. Donc c'est une étoile qui est quand même considérée comme froide, mais qui est plus chaude qu'une classe T qui est à 950 degrés. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est de regarder le comportement théorique d'un corps noir ici. Qu'est-ce que ça fait un corps noir? C'est pas compliqué. Vous éclairez une surface qui est considérée comme corps noir, ce qui est la caractéristique de la surface que vous éclairez. Vous l'éclairez à grande lampe de poche et vous ne la verrez pas. Elle ne réfléchit aucune lumière, donc vous ne pouvez pas savoir quelle couleur qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est vraiment, parce qu'elle absorbe votre lumière, puis elle la garde avec elle, elle la rejette en chaleur sous forme de broche infrarouge, car voyez-vous, ici on est entre 1 micromètre à 5 micromètres, ça c'est vraiment la fréquence, je dirais même en 1 et 3, là, ce qu'on voit ici, la courbe. C'est vraiment dans cette plage-là que les naines brunes de classe L émettent. Donc, c'est du proche infrarouge. Le proche infrarouge n'est pas visible à l'œil nu, n'est pas perceptible par l'œil humain. Donc, vous envoyez de la lumière qui est visible, ça touche la surface de la naine brune de type L, elle la garde, elle la transfère en chaleur de proche infrarouge, et puis elle la relâche sous forme de 1900 degrés Kelvin, vous ne la voyez pas.